Beaucoup d'actualités aujourd'hui. Nous avont appris que Jesse Jackson est mort à 84 ans. Et nous lui avons tous deux rendu hommage d'une manière que je pense différente de celle dont il est commémoré par l'élite politique démocrate. La direction du parti qui a servi de véhicule à ses ambitions, en particulier Barack Obama. Mais oui, Aaron, quelques mots sur Jesse Jackson. Des réflexions sur son héritage aujourd'hui. Son héritage est immense. Il a commencé en travaillant aux côtés du Dr. King, puis après l'assassinat de ce dernier, il s'est imposé comme un leader à part entière, inspirant les gens par son message. Vous savez, je suis quelqu'un, un orateur extraordinaire qui a inspiré tant de personnes. Et puis bien sûr, il aurait pu, tout comme le Dr. King, rester dans le domaine des droits civiques et se contenter de cela, recevant les éloges des libéraux comme le Dr. King l'a fait. Mais au lieu de cela, tout comme le Dr. King, il a choisi de mettre en lumière les questions de militarisme et de classe, et il n'a jamais abandonné cette voie. Il a eu une influence considérable. Je veux dire, nous nous concentrons tellement ici sur la Palestine, la question morale de notre époque. Et en ce qui concerne les figures nationales qui ont contribué à mettre la Palestine sur la carte aux États-Unis, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dépasse Jesse Jackson. Dans les années 1980, lorsqu'il se présentait à la présidence en tant que candidat démocrate, il a insisté pour placer l'autodétermination palestinienne au centre du débat. Personne ne faisait cela à son niveau à l'époque. Et malgré toutes les attaques qu'il a subies de la part du lobby sioniste, il n'a jamais cédé. Sur tant de questions, alors qu'il aurait pu céder pour obtenir davantage d'acceptation de la part du courant dominant de l'establishment, il ne l'a jamais fait. Et je sais que tu as également eu une certaine implication personnelle et une expérience avec lui à ce sujet, notamment en ce qui concerne la lutte contre la tentative de coup d'État de l'administration Trump au Venezuela. Oui, Jesse Jackson. En fait, j'ai grandi à Washington, donc je le voyais tout le temps. Il y a probablement plein de photos de moi, enfant, qui circulent avec Jesse Jackson, parce qu'on le voyait toujours apparaître quelque part. Et alors on courait pour prendre une photo avec lui, et il s'arrêtait pour parler à tout le monde. La dernière fois que je l'ai vu en public, c'était le 15 mai 2019, devant l'ambassade du Venezuela, juste avant qu'elle ne soit prise d'assaut par la police. Il a brisé le siège Gusano de l'ambassade, que l'administration Trump essayait de saisir au nom du faux gouvernement de Juan Guaidó. Il avait la maladie de Parkinson. Il en souffrait depuis plusieurs années. Donc, il n'apparaissait plus beaucoup en public. L'Alliance noire pour la paix et Ajamu Baraka l'ont fait venir là-bas. Et plus tard dans la journée, Anya venait tout juste de sortir de l'ambassade, après, je crois, 2 semaines de siège. Elle a déjeuné avec Jesse, il l'avait invité, et il a vraiment pris cela à cœur. C'était en quelque sorte le dernier combat de Jesse Jackson, et il a pris un risque physique. Lui et l'Alliance noire pour la paix ont été physiquement attaqués par des extrémistes vénézuéliens de droite, violents devant l'ambassade, mais ils ont réussi à faire entrer un sac de nourriture et de provisions. Regardons cela. Je pense que cela montre vraiment ce qui le distingue de tant d'autres démocrates et membres de la classe dirigeante égarés. Voilà Kevin Zeese, mon bon ami, qui nous a lui aussi quittés. Il le rend, en quelque sorte. Il ne laissait personne s'approcher de l'ambassade. Mais quand Jesse Jackson est arrivé, les policiers noirs de Washington se sont simplement écartés. Ils n'allaient pas l'en empêcher. Cela a vraiment choqué l'administration Trump et le faux gouvernement de Juan Guaidó. C'est pour cette raison qu'il y a eu une descente de type militaire environ 2 jours plus tard pour arrêter les 4 derniers défenseurs de l'ambassade, dont le regretté Kevin Zeese. Jesse Jackson n'avait aucun intérêt personnel à faire cela.
il n'avait aucune raison de le faire, sinon parce qu'il y croyait. Il avait pris la parole aux funérailles du président Hugo Chavez à Caracas, s'était opposé à l'embargo criminel des États-Unis contre le Venezuela et avait mené l'opposition populaire à l'apartheid en Afrique du Sud. Comme tu l'as dit, Aaron, il a contribué à mettre la Palestine sur la carte au sein du Parti démocrate, en reconnaissant l'OLP. La politique étrangère est en ruine. Nous espérons que notre gouvernement fera preuve de sagesse et convoquera les Nations unies. Et ici, il est très faible à ce stade. Et réconcilier les forces au Venezuela, non pas renverser les forces au Venezuela. Le Venezuela est notre voisin dans cet hémisphère. Et je me tiens aux côtés de la coalition et des militants pour la paix qui luttent pour mettre fin à la guerre au Venezuela. Et il a payé un lourd tribut pour son opposition à la guerre au sein du Parti démocrate. Voici un agent de sécurité prenant un selfie avec Jesse Jackson. Il inspirait vraiment le respect et on voit qu'il a du mal à marcher. C'était en 2019. Et il ne fait pas que briser un blocus physique de l'ambassade. Il brise aussi le blocus parmi les démocrates influents. Il y a Sam Husseini. Il brise le blocus du silence sur le coup d'État de Trump. Je me souviens de cette période, et je me souviens, tu sais, Max, que tu étais allé au Congrès pour essayer d'amener les démocrates à s'exprimer sur la tentative de coup d'État de Trump au Venezuela, visant à installer Juan Guaido. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'AOC a déclaré, de manière célèbre, « Je m'en remettrai à la direction antidémocrate sur ce sujet ». Et la direction du Parti démocrate s'en remettait à Donald Trump. Il prenait le parti du coup d'État. Ainsi, le fait que Jesse Jackson se soit exprimé publiquement à un moment où il souffrait de problèmes de santé fut un immense acte de courage physique, mais aussi de courage politique, car il mettait en lumière la corruption au sein de son propre parti et leur manquement en s'inclinant devant Donald Trump et en tentant de renverser un autre gouvernement d'Amérique latine. Tout comme il s'y était opposé lorsque Ronald Reagan faisait la même chose dans les années 1980. Oui, Nancy Pelosi a mené l'ovation debout pour Juan Guaido. Et le point que j'ai soulevé dans cette petite nécrologie que j'ai écrite pour Jesse Jackson, c'est que le Parti démocrate, essentiellement sous Obama, a finalement réussi à l'écarter. La direction du parti ne voulait pas de lui, mais il inspirait trop de respect. Il était avec Martin Luther King lorsqu'il a été assassiné à Memphis. Il avait une grande finesse politique, une véritable prestance personnelle, et il a été un pionnier en matière de politique étrangère. Beaucoup de gens ignorent que Jesse Jackson a été un diplomate accompli. Il croyait réellement à la diplomatie avec les ennemis désignés des États-Unis, même s'il n'occupait aucune fonction gouvernementale. Il a négocié avec le président syrien Hafez al-Assad pour la libération d'un pilote de la marine qui avait été abattu lors d'une attaque contre le Liban. Il a négocié avec Slobodan Milosevic pour la libération, je crois, de 3 soldats américains. Il a été activement impliqué avec Cuba. Il servait de canal officieux pour Reagan et Clinton. Et il a d'abord été écarté parce qu'il était en colère contre le lobby israélien. Les forces sionistes au sein du parti, qui avaient toujours un couteau dans son dos. Voici Chuck Schumer essayant d'empêcher ce qu'il appelait le programme Jackson, ou la plateforme Jackson, au sein du DNC, qui appelait à la création d'un État palestinien. Alors, laissez-moi simplement présenter cet extrait. En gros, Chuck Schumer s'adresse ici à un public sioniste de droite à New York. Et comme il est démocrate, il se montre un peu hostile envers lui. Il essaye de gagner leur respect en disant « Hey, écoutez, c'est moi qui ai empêché Jesse Jackson de faire reconnaître l'autodétermination palestinienne par le Parti démocrate. Alors, montrez-moi un peu de respect. »
pendant qu'il le eut. Voilà l'argument de Chuck Schumer face à ce public. D'habitude, je commence mes discours en disant que je suis heureux d'être ici. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit approprié ce soir. Quand je suis monté les escaliers, on m'a poussé. Quand je suis entré ici. Maintenant, si vous ne voulez pas entendre l'autre point de vue, alors ne restez pas dans cette salle. Pour ceux d'entre vous qui regardent depuis l'étranger et qui ne suivent peut-être pas la politique américaine aussi attentivement que nous, il s'agit du chef de la minorité au Sénat, le chef des démocrates au Sénat aujourd'hui. Allez attendre votre candidat, écoutez-le et faites-vous plaisir, d'accord? Si vous ne voulez pas écouter l'autre camp, je vous prie de partir. Je ne vous convertirai peut-être pas à mon point de vue, mais je vais vous dire une chose. Si vous croyez en votre argument, vous pouvez facilement résister à celui de l'autre côté. Et si vous ne le pouvez pas, alors je vous demande de partir. Permettez-moi de vous rappeler, la dernière fois que j'ai été hué en public, et c'était la dernière fois, c'était à propos de quelque chose que vous souteniez tous, car j'étais le chef de file dans la lutte contre la motion pro-palestinienne de Jackson à la Convention démocrate. Je suis monté sur cette tribune et j'ai dit exactement ce que je pensais, et certains autres États se sont levés et ont hué mon discours, si bien que, comme ce soir, le maître de cérémonie a dû intervenir et dire « Laissez à cet homme la chance d'être entendu ». Eh bien, vous savez quoi, mesdames et messieurs? Cela ne m'a pas surpris que ça se produise là-bas. Ce qui me surprend, c'est que cela se produise ici. Il est donc indigné de ne pas être accueilli chaleureusement par un public sioniste de droite. Ce qui rend cet extrait important, c'est qu'il montre le combat au sein du Parti démocrate. Un combat que, du moins au plus haut niveau, des gens comme Chuck Schumer ont remporté. Ils ont veillé à ce que le Parti démocrate, notamment sur la question de la Palestine, reste à droite, demeure sioniste et batte des figures comme Jesse Jackson, qui à l'époque tentait d'inscrire dans la plateforme officielle du parti un appel à l'autodétermination palestinienne. Et voici Chuck Schumer s'adressant à un groupe de sionistes en disant « Hey, c'est moi qui ai vaincu Jesse Jackson, alors montrez-moi du respect. » Au sommet du Parti démocrate, bien sûr, la base a changé, mais Chuck Schumer a gagné. Des personnes comme Jesse Jackson ont été écartées. Pourtant, Jesse Jackson, à travers ce processus, a attiré l'attention nationale sur cette question. Il bénéficiait d'un large soutien public. En raison de personnes comme Chuck Schumer et de leur emprise sur le parti, sa position a été vaincue. Mais on peut voir maintenant qui, en fin de compte, a vraiment gagné. Car si l'on regarde les sondages aujourd'hui, c'est Chuck Schumer qui se retrouve en minorité, même parmi ses propres électeurs, bien qu'il s'accroche toujours au pouvoir. Jesse Jackson a accordé une interview au cours de laquelle il s'est plaint en privé des forces sionistes, en particulier du maire Ed Koch à New York, qui était un ultra-sioniste, presque un kahaniste. Il a dit quelque chose comme « On est en train de me chasser de Hymietown ». Je ne sais pas si on va être démonétisé rien que pour avoir dit ça. Ça en vaut la peine. Je veux dire, c'était un commentaire typique. Quoi qu'il en soit, il ne l'a pas dit publiquement. Je pense que l'intervieweur l'a trahi en disant que Jesse Jackson avait parlé de Hymietown, et ensuite ils se sont déchaînés contre lui et l'ont évincé. Je crois qu'il a dû s'excuser. Les campagnes présidentielles de Jesse Jackson, tu sais, étaient vraiment centrées sur la classe sociale et la lutte des classes. En tant que leader des droits civiques, capable de mobiliser un grand nombre d'Afro-Américains des villes, il a ouvert la voie à Bernie Sanders, qui fut l'un de ses premiers soutiens dans le Vermont. Mais Bernie Sanders n'avait tout simplement pas les compétences géopolitiques, les compétences en politique étrangère internationale
que possédait Jesse Jackson. Foreign policy chops that Jesse Jackson had. He was much more malleable and pliable, and Il était bien plus malléable et docile. Bernie a ouvert la voie à la prestation d'AOC à Munich, dont nous parlerons dans un instant. Il n'y a vraiment pas de successeur à Jesse Jackson. Je veux dire, il avait certainement ses défauts. Nous n'allons pas blanchir Jesse Jackson. Mais tous les autres au sein de la direction du Parti démocrate le sont. Il n'y avait vraiment personne qui reflétait l'héritage de Martin Luther King à l'Église baptiste de Riverside en 1967, lorsqu'il qualifiait les États-Unis de plus grand exportateur de violence au monde, qui s'opposait à tant de projets impérialistes, qui était en réalité un diplomate accompli. Et cela, c'est à cause d'Obama. Obama considérait Jesse Jackson comme une véritable menace lorsqu'il lança sa campagne présidentielle en 2007. Après avoir à peine siégé au Sénat et sans aucune expérience diplomatique, Obama le voyait comme un danger parce qu'il voulait séduire le lobby sioniste et Wall Street, tout en cherchant à attirer les électeurs indécis des banlieues. Alors qu'il écartait Jesse Jackson, ce dernier était également écœuré par le fait qu'Obama ne cessait de faire la leçon aux Noirs pendant la crise financière et la crise du logement. Il a été pris sur un micro ouvert en train de dire ce qu'il pensait vraiment d'Obama. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'il a été mis à l'écart. Tu veux qu'on passe ça? Ouais. Donc, si vous n'avez pas bien entendu, Jesse Jackson parle de manière très critique d'Obama. Il dit qu'Obama prend les Noirs de haut. Et vous savez, c'était à l'époque où Obama faisait ses discours aux Noirs pour leur dire d'arrêter de se plaindre. Va appeler ton cousin. C'était Pookie? Oui, oui. Appelle ton cousin Pookie, mets-le au téléphone, remonte ton pantalon et arrête de regarder SportsCenter. Tellement condescendant. Et Jesse Jackson en était frustré. Et quand Obama dit maintenant, « Je me suis tenu sur les épaules de Jesse Jackson », c'est vrai à plus d'un titre. Comme il l'a dit, oui, en ce sens que Jesse Jackson était un homme politique noir pionnier qui a ouvert la voie à Barack Obama, mais aussi parce que Barack Obama était une figure politique délibérément promue par l'establishment pour retirer l'échelle sous Jesse Jackson afin de s'assurer que Jackson ne puisse plus jamais être un leader politique de premier plan, en raison de son attrait auprès du public sur les questions de classe, de sa critique de l'impérialisme et de son soutien à la Palestine. Ainsi, Obama vient à la fois de Jesse Jackson, mais aussi du besoin de quelqu'un capable de trahir Jesse Jackson et de prendre sa place. Et Obama a rempli ce rôle. Oui, la fausse génération de Josué. Quand ils ont évoqué le Shakur de l'AIPAC, alias Hakeem Jeffries, ils ont mentionné toutes ces personnes, Cory Booker, tous ces politiciens soutenus par l'argent de l'AIPAC. Souviens-toi, Obama avait en fait appelé à ce que Jérusalem soit indivisible à l'AIPAC en 2007, dans un discours rédigé par le lobbyiste pro-israélien Dennis Ross. Jesse Jackson était perçu comme la chose la plus effrayante. Il fallait le faire partir. Donc aujourd'hui, il n'y a personne dans le parti capable de vraiment se tenir sur les épaules de Jesse Jackson. Et c'est pour ça que Munich était si pathétique. Je veux dire, comparez simplement, revenez en arrière et regardez les prestations de Jesse Jackson lors des débats de 1984 et 1988, quand il ferraillait sur la politique étrangère avec des démocrates de droite comme Al Gore. Et d'abord, ils le respectaient. Ils étaient un peu intimidés par son intellect. Comparez cela à AOC, à Munich, où elle doit appeler un journaliste du New York Times pour se plaindre de toutes les critiques négatives et lui dire quoi écrire. C'est vraiment tragique et un véritable signe de la spirale impériale descendante
dans laquelle nous nous trouvons. downward imperial spiral that we're in